Dans 2005, Hilary Swank se tenait sous des lumières de scène aveuglantes, serrant son deuxième Oscar alors que la salle se levait. Elle parlait avec certitude et gratitude, remerciant son mari, et l'appelant son tout comme si sa vie s'était enfin mise en place. De l'extérieur, elle semblait intouchable. 2 Oscars avant 40 ans, le respect des critiques, une carrière bâtie sur le courage et la transformation. Mais à peine 1 an plus tard, cette image soigneusement équilibrée s'est effondrée. Son mariage s'est soldé par un divorce discret mais douloureux. Les films qui ont suivi ces victoires historiques n'ont pas eu de succès et ont perdu de l'argent. Au même moment, son corps menait une bataille dont elle ne parlait à presque personne, une lutte qui se déroulait dans les chambres d'hôpital et derrière des portes closes, tandis que l'industrie qu'il avait autrefois célébrée se montrait incertaine, voire distante. La question qui se posait n'était pas seulement de savoir où allait sa carrière, mais comment une femme qui semblait inarrêtable pouvait soudainement se retrouver sans élan, sans protection ou sans réponse claire. Hilary Ann Swank est née le 30,1974, à Lincoln, au Nebraska, dans une vie marquée par le mouvement et l'instabilité. Sa famille a souvent déménagé avant de s'installer à Bellingham, dans l'État de Washington. À l'âge de 6 ans, elle vivait dans une petite caravane près du lac Sammamish, un endroit qui l'a discrètement mais fermement marqué aux yeux des autres. La caravane se trouve loin de la ville, entourée d'arbres et d'eau, mais l'isolement qu'elle crée n'a rien de romantique. À l'intérieur de sa maison, le stress et les contraintes financières sont des compagnons constants. Et à l'extérieur, le jugement arrive tôt et sans pitié. Elle a parlé ouvertement du fait qu'elle était jeune lorsqu'elle a ressenti pour la première fois l'aiguillon du classisme. Lorsque les parents de l'école ont appris où elle vivait, quelque chose a changé. Les invitations ont cessé d'arriver. Les rendez-vous de jeu ont discrètement disparu. Les enfants avec lesquels elle riait autrefois ont soudain été éloignés par des adultes qui ont décidé sans la connaître que la proximité avec elle comportait un risque invisible. Hilary était à peine assez âgée pour comprendre pourquoi, mais elle ressentait clairement le message. Les gens pouvaient mesurer votre valeur à votre adresse, au toit, au-dessus de votre tête, à la proximité de ce qu'ils considéraient comme respectable. Cette prise de conscience ne s'est pas estompée avec le temps. Elle s'est enfoncée profondément et a remodelé la façon dont elle voyait le monde et la place qu'elle y occupait. Ses premières expériences l'ont poussée à se replier sur elle-même. Elle a appris à supporter la solitude, à faire semblant de ne pas souffrir lorsque ses camarades de classe partaient pour des fêtes d'anniversaire auxquelles elle n'était pas invitée. À 7 ans, elle comprenait déjà que sa maison la rendait différente et que cette différence avait un coût. L'isolement était douloureux, mais il a aussi déclenché quelque chose de puissant. Elle s'est tournée vers les livres et les films parce qu'ils ne demandaient rien de son passé. Les histoires ne se souciaient pas de l'endroit où elle dormait. Elles offraient des mondes où la lutte pouvait se transformer en force, où les personnages enduraient la perte et en ressortaient changés, parfois même victorieux. Dans ces pages et sur ces écrans, elle trouvait réconfort et direction. Chaque histoire était comme une petite promesse que la douleur n'était pas forcément permanente. S'échapper dans la fiction est devenu plus qu'une distraction, c'est devenu un carburant. Alors que sa vie familiale devenait plus lourde avec des soucis financiers constants et une tension croissante entre ses parents, ces mondes imaginés lui donnaient un sentiment de mouvement, de possibilité. Ses parents Stephen et Judy ont lutté dur pour rester à flot, mais peu importe le nombre d'emplois que Stephen a pris, l'argent ne semblait jamais s'étendre assez loin. Les disputes sont devenues routinières, et quand Hilary a eu 15 ans, le mariage a cédé sous le poids de tout cela. Le divorce a imposé une décision terrifiante mais inévitable. En 1990, Hilary et sa mère ont emballé le peu qu'elles avaient et laissé Washington derrière elles. Elles avaient 75 $ à elles, 2 et une seule carte de crédit de station-service. Il n'y avait pas de plan de secours, pas de richesse familiale sur laquelle s'appuyait, juste la conviction partagée que rester signifiait étouffer et que partir offrait au moins une chance. Elles ont roulé vers le sud, en direction de Los Angeles, à la poursuite d'une idée qui leur semblait fragile mais nécessaire. Lorsqu'ils sont arrivés, la réalité les a frappés de plein fouet. Leur voiture est devenue leur première maison. Ils ont dormi à l'intérieur pendant des semaines, se garant là où ils le pouvaient, se levant tôt pour éviter la tension. Judy a cherché du travail tandis qu'Hilary passait audition sur audition
faisant de son mieux pour cacher l'embarras de se doucher dans des toilettes publiques et de porter des vêtements d'emprunt. Elle était jeune mais pas naïve. Elle comprenait à quel point ils étaient proches de ne rien avoir du tout. Pourtant, elle continuait à avancer, parce que quelque part, au fond d'elle, elle croyait que cette lutte avait de l'importance qu'elle façonnait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir. Ce qui n'était qu'une échappatoire est lentement devenu une vocation. Les histoires qu'elle aimait ne lui semblaient plus lointaines. Elle voulait y pénétrer, faire partie des mondes qui lui avaient servi de refuge. Jouer a cessé d'être une fantaisie et a commencé à se sentir comme une responsabilité envers elle-même. Elle a dit que les histoires lui permettaient de se sentir moins seule et que pour cette raison, elle voulait donner ce même sentiment aux autres. Dans une vie remplie d'incertitudes, jouer est devenue la seule chose stable à laquelle elle pouvait se raccrocher. La scène a été le premier endroit où cette conviction a vraiment pris racine. À Bellingham, la communauté théâtrale locale l'a accueillie sans jugement. Elle a rejoint la Bellingham Theatre Guild et a commencé à se produire dans des productions scolaires et communautaires. À 9 ans, elle a joué le rôle de Mowgli dans Le Livre de la Jungle, et dès qu'elle est entrée sous les lumières, un déclic s'est produit. Les applaudissements n'ont pas seulement renforcé sa confiance, ils lui ont donné un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois, elle s'est sentie considérée pour ce qu'elle était, et non pas pour ses origines. À 15 ans, elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a quitté le lycée après sa 2e année et s'est engagée pleinement dans le saut qu'elle et sa mère avaient déjà commencé. Elles ont chargé leur vie dans une Oldsmobile Cutlass Supreme et ont parcouru des milliers de kilomètres en direction de l'incertitude. Revenir en arrière aurait signifié renoncer au seul rêve qu'il avait porté à travers la solitude et la peur. Même à ce moment-là, elle comprenait l'ampleur du risque. Ce n'était pas seulement l'ambition qui la poussait à aller de l'avant, c'était la peur de perdre sa seule chance. La Oldsmobile transportait tous leurs affaires, leur espoir et leur épuisement. Elles passaient leurs nuits garées le long des autoroutes et des rues tranquilles, parfois terrifiantes, parfois étrangement libératrices. Elles n'avaient aucune relation, aucun filet de sécurité, aucune garantie. Chaque jour représentait un nouveau défi, mais mère et fille s'appuyaient l'une sur l'autre à chaque revers. Elles se lavaient dans les toilettes publiques, répétaient leurs répliques dans la voiture et se présentaient aux auditions en prétendant avoir la confiance qu'elles n'avaient pas encore acquise. De temps en temps, la gentillesse se manifestait par de petits miracles. De nouveaux amis offraient une maison vide et un matelas pneumatique pour quelques nuits. Ces brefs moments sous un vrai toit semblaient monumentaux. Au bout d'un mois, quelque chose a changé. Judy a trouvé un emploi de secrétaire et avec ce petit point d'appui, ils ont loué une chambre individuelle à une mère célibataire de Burbank. La chambre était minuscule, mais pour eux, c'était la stabilité. C'était un endroit pour respirer, pour se regrouper, pour continuer à aller de l'avant. Hilary a commencé à décrocher de petits rôles à la télévision. Les salaires étaient modestes, mais chacun d'entre eux renforçait l'idée que le progrès était possible. Elle a appris à apprécier chaque petit confort, parce qu'elle savait ce que cela signifiait de vivre sans. Le souvenir des nuits dans la voiture ne l'a jamais quittée. La faim, l'incertitude et la peur sont devenus des points de référence qui ont façonné sa gratitude et fondé son ambition. Elle a souvent dit que ces années lui ont appris la résilience, la créativité et l'humilité, des leçons qui sont restées en elle-même lorsque le succès a fini par arriver. La présence de sa mère a été déterminante. Judy l'a soutenue dans les moments où la confiance vacillait et où l'épuisement menaçait de l'emporter. Ensemble, elles ont essuyé refus sur refus. À 16 ans, vivant encore parfois dans leur voiture, elles ont cherché des agents téléphonant à partir de téléphones publics parce qu'elles ne pouvaient se permettre rien d'autre. La persévérance a finalement ouvert une porte lorsque Judy a obtenu un rendez-vous avec Bonnie Liedtke, l'agent qui avait déjà découvert Leonardo DiCaprio. Signer avec elle a ravivé l'espoir, mais Hollywood est resté impitoyable. Le rejet a continué à suivre Hilary partout, alors même qu'elle se rapprochait de la carrière qui l'élèverait un jour sur la plus haute scène du monde. Elle a auditionné pour de grands rôles, mais les a vus attribués à des acteurs déjà connus. Elle a accepté de petits rôles non crédités pour s'en sortir. Elle a rapidement appris que pour survivre à Hollywood, il fallait accepter de petites victoires et s'y accrocher fermement. Son premier rôle notable au cinéma a été dans 1992 avec Buffy contre les vampires. Elle jouait un personnage mineur nommé Kimberly Hanna. Le film a ouvert à la 5e place au box-office nord-américain,
rapportant 4,55 millions de dollars lors de son premier week-end et totalisant plus de 400 000 millions de dollars au niveau national. Les critiques sont mitigés, ils trouvent le film amusant mais oubliable. Même si le film ne change pas sa carrière, il la place dans un monde qui deviendra bientôt emblématique après la diffusion de la série télévisée des années plus tard. Ce n'est pas une percée, mais cela lui permet de franchir une nouvelle étape. À la même époque, elle continue d'apparaître dans des séries télévisées populaires comme Harry and the Henderson's Evening Shade et Growing Pains. Il s'agit de petits rôles qui ne lui apportent pas la reconnaissance, mais qui lui permettent de continuer à travailler. Elle a également eu un rôle récurrent dans Camp Wilder de 1992 à 1993 où elle jouait un personnage principal. Le salaire était modeste, mais elle se réjouissait de chaque emploi parce qu'il lui permettait de rester proche de l'industrie pour laquelle elle se battait. Elle a déclaré qu'elle était simplement heureuse de travailler parce que le fait d'être actrice était la récompense dont elle avait besoin. En 1994, elle décroche enfin un rôle principal dans The Next Karate Kid. Elle y incarnait Julie Pierce, la nouvelle élève de Monsieur Miyagi. Le film a tous les ingrédients d'un succès sur le papier, mais le public ne réagit pas comme l'espérait le studio. Il n'a rapporté que 8,75 millions de dollars aux États-Unis et un peu moins d'11 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le film le moins performant de la franchise. Les critiques l'ont qualifié de faible et de peu inspiré. Certains ont salué la performance d'Hilary, mais l'échec du film a de nouveau ralenti son élan. Elle a déclaré plus tard que cette expérience lui avait appris à faire plus attention au rôle qu'elle choisissait. À la fin des années 1990, elle est apparue dans des films mineurs tels que Heartwood et Quiet Days in Hollywood. Ces deux films sont passés inaperçus. Heartwood est un drame sur une petite ville qui a reçu peu de critiques. Quiet Days in Hollywood est réalisé par Chad Lowe, son mari de l'époque, et est critiqué pour son rythme lent et ses performances inégales. Aucun des deux films n'a aidé sa carrière, mais les deux lui ont appris quel genre de rôle elle voulait éviter. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de projets qui lui parlaient, et pas seulement d'emplois qui payaient les factures. Hilary Swank est entrée dans Beverly Hills 90210 dans 1998, pensant qu'elle avait enfin trouvé un terrain stable. Elle a signé pour la 8e saison dans le rôle de Carly Reynolds, une serveuse qui travaille dur, et une mère célibataire qui construit lentement une relation avec Steve Sanders. La promesse semblait réelle parce qu'on lui avait dit qu'elle durerait 2 ans, et pour une jeune actrice qui essayait de percer à la télévision, cela signifiait la stabilité, la visibilité et un endroit où grandir. Mais après seulement quelques épisodes, son personnage a été discrètement éliminé et envoyé dans le Montana avec son enfant comme si elle n'avait jamais compté. Le moment l'a frappé plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle a déclaré plus tard qu'elle avait le cœur brisé et qu'elle commençait à se demander si elle avait sa place à Hollywood. Le pire, c'est que l'émission elle-même n'était plus à son apogée. Les audiences étaient en baisse, et c'est encore elle qui a été supprimée, ce qui l'a amenée à douter encore plus de son talent. Au fil du temps, des personnes au sein de la série ont révélé que Hilary n'était pas le problème. Tori Spelling et Jenny Garth ont toutes deux expliqué que l'écriture n'avait pas été à la hauteur. Carly Reynolds avait été présentée comme trop intense et parfois rebutante, et les scénarios ne lui ont jamais donné les couches ou la chaleur qui font que les spectateurs s'intéressent à elle. Les téléspectateurs ne se sont pas attachés à elle parce que l'histoire ne les y invitait pas. La productrice Amy s'est avancée pour défendre Hilary, disant qu'elle avait un vrai talent et que les problèmes du personnage venaient d'un développement insuffisant, pas d'une mauvaise interprétation. C'est devenu un rappel de la façon dont même un interprète compétent peut être entraîné vers le bas quand l'écriture ne le soutient pas, et comment le succès d'un personnage dépend souvent des mots placés dans sa bouche bien avant que la caméra ne tourne. Tout cela a fait douter Hilary, qui s'est dit que si elle n'était pas assez bonne pour une émission en perte de vitesse, elle n'était peut-être pas assez bonne du tout. Elle a même envisagé de renoncer à son métier d'actrice. Mais 2 mois plus tard, quelque chose d'inattendu se présente à elle. Elle décroche une audition pour Boys Don't Cry et le rôle de Brandon Teena va tout bouleverser. Le film est intense et ne ressemble à rien de ce qu'elle a fait auparavant, mais elle sait qu'elle doit essayer. Plus tard, lorsqu'elle reviendra sur son licenciement de 90210, elle dira que c'est un beau rappel que certaines portes se ferment pour que de meilleures s'ouvrent, même si le moment est douloureux. Ce rebondissement n'a pas seulement maintenu sa carrière en vie, il l'a envoyée vers le plus grand accomplissement de sa vie. La préparation de Boys Don't Cry qui exigeait d'elle plus que tout ce qu'elle avait jamais tenté.
Après avoir été choisie, la réalisatrice Kimberly Pierce l'a emmenée chez le coiffeur et a assisté à la coupe de ses longs cheveux blonds et à leur teinture en châtain. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, son mari Chad Lowe l'a à peine reconnue. Ce n'était que le début. Elle a commencé à vivre comme un homme pendant près d'1 mois. Elle s'enveloppait la poitrine de bandages de tension tous les matins, mettait une chaussette dans son pantalon, baissait la voix et essayait de se faire passer pour un garçon en public. Elle s'habillait avec des vêtements d'homme, changeait sa façon de marcher et étudiait les transcriptions des tribunaux et les livres sur l'identité transgenre afin de comprendre le monde intérieur de Brandon. Elle s'est poussée si loin qu'elle a commencé à sentir qu'elle avait perdu des morceaux d'Hilary et qu'elle se demandait si elle les retrouverait un jour. La transformation a été profonde, brute et différente de tout ce que les gens avaient vu d'elle auparavant. Lorsque Boys Don't Cry a été présenté pour la première fois le 8,1999 octobre, la critique a été stupéfaite. Le film aborde des sujets que le cinéma grand public n'aborde que rarement à l'époque, et l'honnêteté de sa violence et de son identité frappe les gens d'une manière qui semble nouvelle. Les critiques ont qualifié la performance d'Hilary de l'une des plus puissantes qu'ils aient jamais vues. Ces éloges semblaient irréels, étant donné qu'elle n'avait que de petits crédits avant ce film comme The Next Karate Kid, et qu'elle venait juste d'être renvoyée d'un drame pour ados. Soudain, elle s'est retrouvée au centre d'un film qui allait faire date dans le cinéma LGBTQ+. Son travail a fait pleurer s'arrêter et rester silencieux dans les salles de cinéma longtemps après le générique. Elle s'est tellement immiscée dans la vie de Brandon que le public en a oublié qu'elle jouait un rôle. Puis vint la nuit qui changea les attentes d'Hollywood. Lors de la 72e cérémonie des Oscars en 2000, Hilary Swank remporta le prix de la meilleure actrice devant Annette Bening, qui était favorite après avoir raflé les BAFTA et les SAG Awards pour American Beauty, le meilleur film de l'année. Personne ne s'attendait à ce qu'Hilary remporte l'Oscar. Elle était encore considérée comme une inconnue, une jeune actrice dont les plus grands rôles avaient été une série télévisée ratée et un film unique. Sa victoire a stupéfié l'industrie. Les gens ont parlé de sa transformation, de son engagement et de la vérité émotionnelle qu'elle a apportée à Brandon Teena. C'est devenu l'une des plus grandes surprises de l'histoire des Oscars et l'a propulsée dans un nouveau chapitre qu'elle pensait ne jamais atteindre. Mais la nuit a aussi été porteuse de quelque chose de douloureux. Le 26,2000 mars, lorsqu'elle est montée sur scène pour recevoir son prix, elle n'a eu que 30 secondes pour parler. Dans la précipitation, elle a remercié ses parents, son manager, ses co-vedettes et les producteurs. Mais elle a oublié de remercier son mari Chad Lowe, qui l'a soutenue dans tous ses combats et qui a même déménagé avec elle à Omaha pendant le tournage. Au moment où elle est sortie de scène, elle a réalisé ce qui s'était passé. Chad a vu son visage se transformer en panique lorsqu'elle a compris qu'elle avait oublié la seule personne qui avait été à ses côtés pour tout. Les caméras ont capturé le regard et l'histoire s'est répandue instantanément à travers Hollywood. Sa victoire historique a été noyée par les gros titres qui l'ont qualifiée de snob et elle s'est sentie dévastée sachant combien Chad avait sacrifié pour son succès. Le trajet du retour après les Oscars a été lent et lourd. Chad a essayé de la réconforter avant même qu'elle n'ait pu s'exprimer. Il lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de le remercier sur scène parce qu'elle avait toujours montré son appréciation en privé. Il n'était pas blessé, il n'était pas offensé, mais il pouvait voir à quel point cette erreur la blessait. Elle s'est excusée encore et encore, souhaitant pouvoir revenir en arrière. Chad a déclaré plus tard dans un podcast qu'il se sentait terriblement mal pour elle et qu'il voulait la protéger du poids de tout cela. Pourtant, les médias ont continué à relayer l'histoire et l'attention constante a mis leur mariage à rude épreuve. Le monde a davantage parlé de ses mots manquants que de la performance qui lui avait valu le prix. Même s'ils ont essayé d'aller de l'avant, la tension est de rester avec eux et s'est accrue au fil des ans, devenant l'une des nombreuses raisons pour lesquelles ils ont fini par divorcer en 2007. Le tumulte ne s'est jamais vraiment estompé. Au lieu de célébrer sa victoire, les talk-shows et les tabloïds se sont concentrés sur le remerciement oublié, transformant une tendre erreur en une plaisanterie publique de longue durée. Chad a finalement déclaré qu'il avait toujours pensé qu'elle l'avait suffisamment remercié en privé et que la règle publique concernant le remerciement des conjoints relevait plus de la tradition que de quoi que ce soit d'important. Mais pour Hilary, l'humiliation est restée gravée dans sa mémoire. L'histoire a tourné autour d'elle pendant des années et est devenue un rappel de la façon dont la célébrité peut transformer un simple moment en quelque chose de bien plus grand que ce qu'il n'a jamais mérité d'être.
Cela a pesé sur son mariage et a ajouté de la pression à un lien déjà sous les feux de la rampe. Son expérience est devenue un avertissement silencieux sur la fragilité de la frontière entre le triomphe et l'examen, et sur le fait que même les nuits les plus brillantes peuvent porter une ombre dont il faut du temps pour se débarrasser. Hilary Swank s'est rendue à son entraînement de bébé d'1 million de dollars comme si elle avait quelque chose à prouver, et une fois qu'elle a commencé, elle n'a jamais ralenti. Chaque matin, elle est entrée dans le Gleason's Gym à New York, le même endroit où Muhammad Ali et Mike Tyson ont sculpté leur légende, et elle s'est entraînée pendant près de 5 heures d'affilée. Elle a d'abord passé 1 sur 2 heures à faire de la boxe. Elle a sauté à la corde frapper le sac et s'est entraînée à faire des jeux de jambes encore et encore, jusqu'à ce que la sueur lui coule dans le dos. Après cela, elle est passée à une autre 1h30 d'haltérophilie. Elle a fait des pompes des tractions et a même poussé son propre 4x4 sur un parking pour développer sa puissance. Jour après jour, son corps s'est transformé. Elle mangeait près de 4000 calories par jour. Elle prenait environ 210 grammes de protéines et environ 60 blancs d'œufs, et lentement son poids est passé d'un mince 108 livres à un solide 130 et 1, À un moment donné, elle a développé une dangereuse infection à staphylocoque à cause des ampoules sur ses pieds, mais elle l'a cachée parce qu'elle ne voulait pas briser le rythme qu'elle avait construit. Son entraîneur a dit plus tard qu'elle ressemblait à une statue grecque finement sculptée lorsque l'entraînement s'est terminé. Mais à ce moment-là, elle était déjà profondément dans la peau de Maggie Fitzgerald. Ce travail a porté ses fruits et l'a menée tout droit vers les 2005 Oscars. Le 27 février, au Kodak Theater de Los Angeles, elle a remporté son 2e Oscar de la meilleure actrice. Elle était la première femme du 21e siècle à le faire et elle n'avait que 30 ans. Son nom a rejoint celui de Louise Rainer Bette Davis Olivia de Havilland Vivian League et Ingrid Bergman sur une liste dont la plupart des acteurs ne font que rêver. Elle s'est tenue là remerciant Annette Bening, Imelda Staunton, Catalina Sandino Moreno et Kate Winslet pour l'honneur qu'elles lui ont fait de se tenir à leur côté. Puis elle s'est tournée vers son mari et lui a dit qu'il était tout ce qu'elle souhaitait. Cela semblait être un moment parfait, mais la vie en dehors des projecteurs n'a pas été à la hauteur des applaudissements dans ce théâtre. Bientôt les fissures autour de son mariage avec Chad Lowe ont commencé à s'élargir. Ils étaient ensemble depuis 1997 et sont restés mariés malgré toute la pression de ses premières années, mais juste 1 an après son 2e Oscar, ils se sont séparés en janvier 2006, En mai, le divorce s'est rendu public. Plus tard, elle révèle à quel point elle a lutté contre la toxicomanie de son mari et combien elle a essayé de tout maintenir ensemble. Il admet qu'il n'a jamais été jaloux de son succès, mais qu'il a perdu son dynamisme dans sa propre carrière. Et ce déséquilibre a créé un poids que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Les fans ont été stupéfaits parce qu'ils semblaient inséparables, mais la vérité était que ses moments professionnels les plus fiers avaient été alignés juste à côté de certains de ses moments personnels les plus douloureux. Ce schéma étrange se répétait sans cesse. Chaque fois qu'elle atteignait un nouveau sommet, quelque chose de lourd tirait sur sa vie en coulisses. Après Boys Don't Cry, une 2000, sa relation a commencé à vaciller, et après $1 million Baby, une 2005, elle s'est complètement effondrée. Elle a dit plus tard qu'elle avait emprunté toutes les voies possibles pour sauver son mariage, mais rien n'a guéri les blessures sous-jacentes. Elle a gagné des prix devant des millions de personnes tout en luttant contre un chagrin d'amour en privé, et le contraste n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure que sa carrière avançait. Son prochain grand film est Le Dahlia Noir en 2006, et les attentes sont élevées car elle sort de 2 Oscars. Le film a un budget de $250 millions et sort le 15e septembre. Il fait $6 millions lors de son premier week-end et termine avec un total mondial d'environ 49,3 millions de dollars. Les critiques ont dit que le film était beau mais vide et beaucoup ont eu du mal à s'attacher à son personnage. La cote de Rotten Tomatoes s'est arrêtée à 23%. Le déclin du film a été rapide et la déception a été difficile à ignorer pour elle après un tel élan. Ensuite, il y a eu The Core in 2003, sorti un peu plus tôt dans sa carrière, mais faisant toujours partie du même schéma. Il a coûté $85 millions à réaliser et n'a rapporté que $74 millions dans le monde entier. Les critiques l'ont qualifié d'irréaliste, voire de risible. Son personnage, une géophysicienne, n'a pas eu le succès escompté par le studio. Ce film est devenu un signal d'alarme à Hollywood, montrant que les gros budgets ne comptent pas si l'histoire n'accroche pas les gens.
Le film Amelia dans 2009, était prometteur. Il retraçait la vie d'Amelia Earhart avec un budget de 40 millions de dollars, une réalisatrice respectée comme Mira Nair et des acteurs comme Richard Gere et Ewan McGregor. Mais lorsque le film n'a rapporté que 3,9 millions de dollars lors de son premier week-end, l'espoir s'est rapidement évanoui. Le box-office total s'est arrêté à 6 millions de dollars dans le monde. Les critiques lui ont attribué un 19% et l'ont qualifié de froid et de prévisible. Les gens sont repartis sans rien ressentir, et la déception a été d'autant plus grande que les attentes étaient élevées. Même The Reaping, une 2007, n'a pas réussi à la sortir de ce schéma. Le film a coûté environ 40 millions de dollars et a rapporté environ 62,7 millions de dollars à l'échelle mondiale. Il a ouvert avec 6 millions de dollars lors de son premier week-end, puis a rapidement chuté. Les critiques l'ont qualifié de prévisible, et le public ne s'y est pas intéressé. Certains ont loué son jeu, mais le film lui-même n'a pas eu le poids nécessaire, ce qui a renforcé l'idée qu'en dehors des drames sérieux, elle avait du mal à attirer les spectateurs. Hollywood a commencé à ne voir en elle qu'une seule et unique voix. L'obtention de 2 Oscars a fait d'elle une actrice de prestige, mais l'a aussi piégée. Elle en a parlé ouvertement, disant que les gens ne savaient pas pourquoi l'engager. Ses tentatives dans d'autres genres tombaient toujours à plat, et elle a admis que Hollywood se sentait plus patriarcal que jamais lorsqu'elle a commencé. Son champ d'action était vaste, mais l'industrie avait déjà décidé de sa place, et elle se heurtait toujours au même mur. Tandis que sa carrière se heurtait à la confusion, son corps était confronté à des batailles dont elle ne parlait jamais. Pendant plus de 11 ans, elle a dû faire face à des kystes ovariens et à l'endométriose. La douleur entraîne fatigue, reflux et inconfort constant. En 2008, elle est opérée d'urgence d'un ovaire à la suite d'un kyste devenu dangereux. L'ovaire restant continue à développer des kystes et nécessite une surveillance régulière. L'endométriose diagnostiquée en 2019, a ajouté plus de douleurs, plus de ballonnements et plus d'incertitudes. La contraception n'a pas aidé. Sa fertilité a été affectée. Elle a continué à travailler sur la douleur et n'a rien partagé publiquement jusqu'à ce que son assurance lui refuse la couverture et qu'elle n'ait pas d'autre choix que de parler. En septembre 2020, a poursuivi le plan de santé de la SAG-AFTRA pour avoir rejeté ses traitements. Elle avait cotisé au plan pendant des années, mais après 2016, ses demandes ont été marquées comme étant liées à l'infertilité, même si les traitements étaient destinés à prévenir le cancer et les problèmes hormonaux. De 2017 à 2020, elle a présenté des demandes d'échographie et d'intervention chirurgicale qui ont toutes été refusées. Un examen anonyme d'un gynécologue obstétricien a confirmé le refus. Jugeant la décision non seulement injuste, mais dangereuse, elle s'est avancée et a déclaré qu'elle intentait un procès parce qu'elle voulait un traitement équitable non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les femmes confrontées au même problème. Elle a déclaré qu'elle en avait assez que la santé des femmes soit négligée. Sa voix a résonné dans tout Hollywood et de nombreuses femmes l'ont soutenue pour avoir parlé d'un sujet qui touchait tant de monde. Ses problèmes de fertilité se sont aggravés avec le temps. La perte d'un ovaire en 2008 et la présence de kystes dans l'autre ont laissé son avenir incertain. Elle a essayé de protéger son corps et ses chances d'être mère, mais chaque demande refusée a rendu les choses plus difficiles. Elle voulait une famille et chaque revers a fait peser un poids émotionnel sur la douleur physique. La lutte contre l'assurance a rendu le voyage encore plus douloureux, car cela signifiait qu'elle se battait contre son propre corps et le système censé la soutenir. Sa vie a de nouveau basculé en 2018 lorsqu'elle a rencontré Philipp Schneider lors d'un rendez-vous arrangé par des amis. Ils se sont rencontrés à 10h du matin et sont restés ensemble jusqu'à 11h du soir car la connexion semblait si naturelle. Après des années de déchirement, la facilité de ce jour l'a surprise. Ils se sont mariés quelques mois plus tard. Après son long mariage avec Chad Lowe de 1997 à 2007, et une série de relations qui n'ont jamais été permanentes, celle-ci lui a apporté une sorte de calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle l'a décrit comme un coup de foudre et a souvent dit que c'était le cadeau qu'elle n'attendait pas. La maternité est arrivée tardivement, mais avec sa propre magie. En octobre 2022, elle a annoncé sa grossesse avec des jumeaux sur Good Morning America. Elle avait congelé ses ovules à l'âge de 37, et à 47, elle est finalement tombée enceinte. Le 10, 2023. Avril,
Elle a donné naissance à Aya et homme le dimanche de Pâques à l'âge de 48, La grossesse était à haut risque et compliquée, mais les 2 bébés sont arrivés en bonne santé. Elle parlait de ce voyage comme d'un marathon et disait que chaque étape lui rappelait d'être patiente et présente. Elle acceptait les changements de son corps et souriait chaque fois qu'elle parlait de la joie qu'elle trouvait dans la maternité. Sa joie s'est à nouveau estompée en octobre 2025, lorsque son chien de sauvetage Kai est mort de manière inattendue. Cette perte l'a frappée de plein fouet car Kai l'avait accompagnée à de nombreux moments de sa vie. Elle l'avait adopté dans une école de la vallée de San Fernando et il a fait partie de son histoire dès qu'elle l'a ramené chez elle. Elle a écrit un hommage émouvant en ligne qualifiant cette perte de soudaine et de surréaliste. Elle a parlé de ses pattes et de son ventre à poids et de la stabilité dont il avait fait preuve lors des plus grands changements. Des fans lui ont envoyé des messages du monde entier parce qu'ils savaient ce qu'il représentait pour elle. Peu de temps après, en décembre 2025, elle s'est retrouvée à nouveau sous une lumière inconfortable. Elle se trouvait à l'aéroport de Los Angeles le 10 décembre, lorsqu'elle a vu une femme nommée Jada Bafous tenant un téléphone et pensant qu'elle prenait des photos de ses jumeaux. Swank l'a prise en grippe et s'est éloignée. Plus tard, elle a appris que la femme ne la filmait pas du tout. Jada voyageait avec ses 2 fils en phase terminale, Mason 7 ans et Jack 4 ans tous deux, en voyage à Disneyland. Swank s'est excusée publiquement une fois qu'elle a compris ce qui s'était passé. Jada a accepté les excuses et a dit qu'elle savait que les célébrités vivaient sous une pression constante. Ce moment a suscité une vaste conversation sur la vie privée, le stress et la compassion. Mais elle s'est apaisée lorsque les 2 femmes ont exprimé leur compréhension de la situation de l'autre.